Bonjour à tous, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe, c'est le nouveau numéro de 300 millions de critiques. Dans un instant, le sommaire, mais nous sommes avec Kausser Benaya. Bonjour, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Car vous allez au Festival de Cannes avec votre film qui s'appelle La Belle et la Meute et qui a été donc retenu par le sélectionneur Thierry Frémaux. C'est votre première participation à Cannes? Non, vous étiez déjà venu, je crois. Oui, j'étais en 2014 à la CID, la section parallèle au Festival de Cannes, avec mon film précédent, Le Chalat de Tunis, qui a fait à l'époque l'ouverture de la CID. Donc, ce n'est pas ma première fois au festival, mais c'est ma première fois en compétition. À l'officiel, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il y a une émotion profonde, parce qu'on va parler du film dans un instant, mais pour la réalisatrice, de se confronter justement à ce monde un peu particulier? C'est super, parce que quand on fait un film, on souhaite que tout le monde le voit. En tout cas, c'est le but de raconter des histoires, c'est d'avoir un grand public. Et Cannes, c'est extraordinaire pour ça, parce que c'est une fenêtre énorme sur le monde. Alors, est-ce qu'on peut raconter, Kausser, de quoi il s'agit? De raconter, en gros, le résumé de ce film qu'on va voir tous avec beaucoup de plaisir sur 300 millions de critiques. Oui, absolument. Alors, c'est un film qui est très, très librement inspiré d'un fait divers qui a secoué la Tunisie en 2012. Et c'est l'histoire d'une fille qui a été violée par des policiers et qui décide le soir même d'aller porter plainte à la police contre la police. Et donc le film, qui est composé de 9 plans séquences, raconte cette nuit-là, raconte comment elle se confronte à l'institution et comment revendiquer ses droits, son droit d'avoir un procès verbal en bonne et due forme. Est-ce que vous sentez comme ça qu'il y a une sorte de responsabilité d'être la première cinéaste tunisienne à être en compétition? Ou est-ce que finalement on y va sans porter ce symbole sur les épaules? Moi, je n'aime pas les symboles. Je suis Un Certain Regard, la section Un Certain Regard, qui est une section où on découvre, on montre des films un peu particuliers qui ont plu à Thierry Frémaux et son équipe. Et donc, moi, je suis ravie d'y être et je n'aime pas... avoir sur les épaules cette responsabilité. Déjà, la responsabilité de faire un film, c'est quelque chose d'énorme. Ouais. Et donc, moi, j'y vais avec ma responsabilité de réalisatrice, de cinéaste. Vous avez tourné pendant combien de temps? Alors, le film, comme il est un peu particulier, c'est la préparation qui a pris énormément de temps. Pour régler les plans séquences. Exactement, parce que comme c'est en plan séquence, il fallait faire beaucoup de répétitions et le film, en tout, il était tourné 4 fois, en fait, pour arriver au résultat final. C'est un peu comme Birdman, finalement, le film d'Iñárritu. Il y a ces plans séquences. Ça ne se veut qu'être un plan séquence. En fait, c'est plusieurs plans séquences. Exactement. Vous avez fait des études de cinéma? Oui. Où? J'ai fait à Tunis, dans les DAC, l'École des Arts et du Cinéma. Et ensuite, j'ai fait l'atelier scénario de la FEMIS. Et un petit passage à Paris 3 aussi, mais en cinéma. Oui, en cinéma vous avez théorique. travaillé à Al Jazeera, m'a-t-on dit. Donc vous êtes une sorte de consoeur en même temps. Absolument, mais j'ai travaillé pour les films documentaires, au fait. Donc mon travail consistait à visionner des documentaires pour l'achat, pour la chaîne. Est-ce que vous avez une admiration particulière? Parce que dans le monde du cinéma, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des références. Ou est-ce que vous vous sentez d'une grande liberté par rapport à votre âge et à votre envie de faire du cinéma? Bien sûr, j'ai beaucoup d'admiration à plein de réalisateurs et plein de films qui m'ont bouleversée, que je trouvais extraordinaires. Donc, c'est des films qui, quelque part, aussi me montrent le chemin. Parce que moi, je ne peux pas prétendre avoir tout de suite quelque chose de particulier. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'influencent, mais pas que dans le cinéma, dans l'art contemporain, dans la musique, dans la réalité, dans la rue. Donc, les sources d'inspiration sont multiples. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Parce que le palmarès, c'est dans une semaine. On fait check. Qu'est-ce qu'on fait tous les deux pour être certain que vous obteniez quelque chose? Le fait déjà d'être Un Certain Regard, pour moi, j'ai obtenu quelque chose. Et puis, je suis avec des réalisateurs que j'admire énormément, qui sont extraordinaires. Donc, pour moi, j'ai eu déjà mon prix, le fait d'être Un Certain Regard. Merci mille fois. Et donc, nous allons suivre cette actualité sur l'antenne, effectivement, de TV5 Monde. Voici le sommaire de ce 300 millions de critiques. Et bonne chance. Merci. Ce printemps, l'art contemporain africain fleurit partout dans Paris avec des expositions majeures à la Grande Halle de la Villette, à la Fondation Vuitton et même dans les grands magasins. Expo dont nous parlerons dans un instant. L'humoriste franco-ivoirienne Claudia Tagbo est de retour avec un nouveau One Woman Show intitulé Lucky.
La bande de 300 millions de critiques est fan et vous dira pourquoi. Durant la dernière présidentielle française, les artistes, et particulièrement les chanteurs, étaient tellement discrets qu'on ne les a pas entendus. L'engagement politique semble en décrue chez les artistes, en particulier en France. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Voilà, nous sommes en direct pratiquement, vous le savez, avec Alain Gerlache qui nous vient de Belgique et nous l'aimons. Bonjour Alain. Bonjour Guillaume. Nous sommes ravis. Lise-Laure Etia est avec nous, vous l'aimez, vous l'admirez. Michel Serruti nous vient de Suisse. Lise-Laure est évidemment l'une des éminentes représentantes avec Estelle Martin, que je salue aussi. Bonjour. De TV5 Monde. Et Mathieu Dugal, donc, nous vient du grand froid qui maintenant est en plein printemps du Canada. Le premier sujet, eh bien, c'est le printemps de l'art africain qui fleurit un petit peu partout dans Paris, avec des expositions majeures dans différents lieux, à la Grande Halle de la Villette et à la Fondation Vuitton, et même dans un certain nombre de grands magasins, de grandes expos, dont nous parlerons juste après ce sujet, qui rend hommage donc aux artistes africains contemporains. Des regards et des visages différents du continent africain. C'est la richesse de la collection d'art contemporain de l'homme d'affaires Jean Pigozzi. Les masques de l'artiste béninois Romuald Azoumé, par exemple, racontent son monde, ses traditions. La tradition que moi je porte, c'est la tradition de fabrication de masques, qui en réalité est une tradition du vrai visage des gens. Parce que le masque que vous avez le matin en sortant de chez vous, c'est pas le même masque que vous avez au boulot. Bidons d'essence, objets de rebut, réinventés, c'est l'ingéniosité de la majorité des artistes exposés ici. C'est ce que nous avons en Afrique, c'est notre quotidien. On est envahi par des objets qu'on ne fabrique pas, non biodégradables, donc on n'a pas le choix. On est obligé de faire avec ce que nous avons. Faire avec ce que l'on a et créer la beauté, la magie, comme le Congolais Rigobert Nimi et ses maquettes grandioses. Il invente depuis qu'il est enfant parce qu'il n'avait pas de jouets et devait les fabriquer lui-même. En fait, à l'époque, je ne savais pas ce que je faisais, que c'était de l'art. Et d'ailleurs, le mot art n'existait pas. Donc c'était comme ça un don que Dieu m'a donné, de façonner des objets à partir de la récupération, tout ce que je pouvais voir autour de moi, les boîtes de conserve, les cartons abandonnés. Ces hommes et ces femmes n'ont pas fait d'école d'art. Ils ont hérité tout simplement de dons, de savoir-faire, de visions originales de leur univers que le collectionneur Pigozzi a voulu mettre en valeur. Pigozzi nous a très bien payés. Il nous a permis d'être tranquilles et de bien travailler. Une pièce qui était vendue à pas grand-chose, on nous a payé double, triple. Des pièces qui aujourd'hui font le tour du monde et le voyage n'est pas près de s'arrêter. En près de 30 ans, Jean Pigozzi a réuni plus de 10 000 photos, sculptures, dessins et peintures d'artistes africains. Voilà le magnifique catalogue donc, de la Fondation Vuitton. On retrouve Malik Sibidé, on retrouve Chéri Samba, on retrouve Barthélémy Togo, donc les grands artistes africains d'aujourd'hui. Qui s'y colle? Qui veut se lancer le premier? Lise-Laure. Juste pour dire que moi j'ai aimé cette exposition, hein, la Fondation Vuitton. Bon, c'est vrai qu'on en a eu beaucoup, mais bon, on a retrouvé, comme vous disiez tout à l'heure, les artistes de la collection Pigozzi d'André Magnin. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est Seydou Keïta, Malik Sidibé, Moké avec son tableau très drôle où on voit un couple qui est en train de siffloter une Primus. Cette bière, et une skol, voilà. Et, voilà. Mais j'ai aussi aimé découvrir les Sud-Africains avec ce pas qu'on appelait être là justement, avec des gens comme Jeanne Alexander et tous ces chiens qui sont debout, et surtout William Kentridge qui m'a beaucoup étonnée. J'avais jamais vu cette installation assez particulière avec une technique d'animation. Il y a de la vidéo, du portrait, et j'ai trouvé tout cela pour l'art africain contemporain. Je trouve que c'est beau, ça permet de mieux les connaître. Ça permet également que toutes les Afriques soient représentées. On a l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, avec Barthélémy Togo, que vous citiez tout à l'heure. Voilà, Aquarelle. Voilà.
Justement, et maintenant, ce qui est, c'est que certains sont très contents de voir toutes ces manifestations autour de l'art contemporain d'artistes africains, mais certains trouvent que c'est louche et se demandent si ce n'est pas un effet de mode. Est-ce que d'ici quelques temps, cet art ne va pas retomber dans l'oubli? Voilà pour la présentation. Là, il faut dire que Jean Pigozzi est un personnage assez particulier. Il a un côté Orson Welles. C'est un héritier de la famille Simca, donc, et qui, contrairement à des gens qui ont beaucoup d'argent, s'est dirigé vers l'art contemporain africain avant d'acheter les grands artistes américains, allemands, etc. Donc c'est une certaine forme d'engagement. Il a une collection fantastique de Polaroid, puisqu'il a photographié toute sa vie beaucoup de gens, justement, qu'on pourrait considérer un peu de la jet-set mondiale, mais notamment les artistes. Mon cher Alain, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais embrayer sur ce que vient de dire Lise-Laure à propos... non, c'est des automatiques maintenant. Ouais. À propos de l'effet de mode, parce qu'il y a quelques jours, c'est justement tenu à Bruxelles la première grande rencontre des artistes peintres africains. C'était au centre de Bruxelles, c'était 4 jours, hein, en abrégé GRAPPA. Alors, je vois déjà certains à qui ça évoque quelque chose, mais c'est donc la rencontre des artistes peintres africains. Et donc, c'était l'occasion, pour la première fois, de promouvoir un certain nombre d'artistes peintres, de faire aussi écho en marge à des manifestations et à des arts dans le domaine de la littérature, de la musique, de la poésie. Ça a connu un certain succès, c'était une première, et j'y vois l'espoir justement que ce ne soit pas simplement un effet de mode, mais qu'un peu partout, pas seulement à Paris, il y ait aussi une volonté de découvrir et de façon pérenne, hein, puisque ce sont des événements qui doivent se reproduire régulièrement, justement les artistes africains hors de tout effet de mode ou de tout effet de coup médiatique. Moi je trouve que c'est assez prometteur. Qui s'y lance, qui n'est pas d'accord? Mathieu. En fait, je suis plutôt d'accord, mais je vais quand même prendre la parole. En fait, à chaque fois... la constatation, c'est qu'il n'y a plus de centre, parce que pendant des années, quand on raconte l'histoire de l'art du XXe siècle, ça commence à Paris, je parle des contemporains, après ça se déplace à New York avec les grands artistes américains et ça se termine avec le pop. Il y a eu les Chinois, puis maintenant on se rend compte que l'art vient de partout. Et donc on est en train d'échapper à cet européanocentrisme élargi à l'Amérique où l'art serait fabriqué par les Blancs, en gros. Mais il y a quand même un paradoxe, parce qu'il faut dire que, par exemple, dans le cas de l'exposition à Vuitton, ces artistes-là, ils auraient existé sans Pigozzi, mais Pigozzi a quand même joué un rôle assez important avec André Magnin, qui a été donc l'homme qui a tout découvert pour lui en Afrique. Et donc, il a contribué beaucoup à faire connaître ces arts-là. C'est une exposition qui est absolument fabuleuse. Moi, je le dis à mes amis canadiens, à mes compatriotes, si vous venez à Paris, allez voir cette expo-là. C'est absolument fascinant. Un peu, et on joue dans les mêmes eaux que Beauté Congo, qui avait été présenté l'an dernier à la Fondation Cartier. D'ailleurs, il y a des artistes, il y a des recoupements entre Beauté Congo et cette exposition-là à la Fondation Vuitton. Et ce qui est vraiment fascinant dans cet art-là, dans l'art africain, dans l'art contemporain africain, on a quelque chose qu'on retrouve peut-être de manière plus appuyée que dans d'autres types d'art contemporain, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas l'affiliation d'art populaire. On n'est jamais très loin de l'art populaire. Je pense par exemple aux grandes fresques de Moké. On est presque dans le muralisme avec ces peintures-là. On est dans l'art naïf, par exemple, avec Chéri Samba, où on est proche, on tutoie l'art populaire et on est toujours très proche du regardant. On ne le laisse jamais tomber. On est dans quelque chose qui est senti, dans quelque chose qui est roots. Et même dans les pièces qui sont plus dures, comme par exemple, vous avez parlé de cette artiste sud-africaine, Jane Alexander, avec cette installation qui est à glacer le sang. C'est avec ses chiens qui marchent au pas. On est dans un imaginaire qui rappelle le Troisième Reich. Ça se montre une œuvre de Moké, justement, à nos amis. Alors, vous voyez, on est quand même dans un art ouvertement populaire, même si on tente des nouvelles manières de représenter le monde. Et donc, il faut vraiment souligner
ce côté non complexé que ces artistes africains-là ont à côtoyer leur art, l'art de leur pays et à l'exprimer dans un langage qui va rappeler certains courants contemporains, mais on ne laisse jamais tomber ses racines, on ne laisse jamais tomber la lisibilité. On n'est pas dans quelque chose d'aride. Et donc... mais ils ont peut-être la chance aussi de ne pas devoir supporter une intelligentsia culturelle qui édicte un certain nombre de règles qui devraient s'appliquer à tous. Hein. Oui, c'est ça aussi l'avantage de la société africaine à ce niveau-là. Et ils n'ont peut-être pas le choix aussi, parce que ceux qui sont de l'école de Chéri Samba, ce sont des gens qui ont commencé à Kinshasa à dire, écoutez, on n'a rien, mais on va commencer comme ça avec les petits moyens, et ça a donné toute une lignée. L'art se fait dans les rues. En fait, on n'a pas de... À Kinshasa, c'est très clair, l'art se fait dans les rues. On n'a pas d'académisme, en fait. On n'a pas d'académisme. Voilà, il y a quand même des écoles de beaux-arts et tout ça. Celui Cissé qui est à Dapper, lui, a une formation. Il y a des artistes qui ont des formations. Et ce que je trouve intéressant en ce moment avec Paris, c'est que ça accueille autant les artistes confirmés, connus. On les voit dans la collection Les Initiés, à la Fondation Vuitton. Mais il y a aussi les émergents qui sont à la Villette avec Afrique Capitale, où là, il y a une volonté aussi d'aller à l'encontre des clichés, c'est-à-dire une Afrique rurale, un peu folklorique, entre guillemets. Là, on est vraiment dans les capitales africaines. C'est vraiment un côté très urbain qui est montré dans cette grande exposition qui mêle énormément d'artistes émergents, encore une fois, qui est organisée par Simon Njami, qui est quand même une figure dans le milieu artistique africain. C'est le directeur artistique de la Biennale de Dakar. Il a organisé des expositions comme Africa Remix. Et lui, il a bien expliqué que ce qu'il voulait, c'était vraiment montrer les artistes d'aujourd'hui. Et là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, Guillaume, c'est que je pense que Paris accueille aujourd'hui, vraiment, Paris, je trouve, là, reprend un peu sa position de pôle artistique, en tout cas au niveau africain, puisqu'il y a encore une fois Vuitton, il y a la Fondation Vuitton, il y a la Villette, il y a aussi le musée d'Appert. On oublie que le musée d'Appert, qui a été l'un des tout premiers à nous montrer l'art africain classique, mais qui aujourd'hui expose Soli Cissé, qui est extrêmement intéressant. C'est dans le 16e arrondissement à Paris, rue Paul Valéry. Voilà. Et Soli Cissé est un artiste sénégalais qui a choisi de travailler et de vivre à Dakar, qui là nous présente une exposition étonnante, Les Mutants, où effectivement il y a ces racines africaines qui sont là et bien là, mais qui nous montrent que l'Afrique est ouverte au monde et que maintenant c'est fini, il n'y a plus de précaré. Et c'est vraiment pour ça que je trouve que Paris, quand même, reprend une certaine... en tout cas, une envie de... Londres avait un petit peu... nous avait un petit peu repris un peu ce rôle-là. Mais là, aujourd'hui, les artistes africains, je trouve en tout cas, j'espère que ça va continuer. On les montre vraiment dans leur richesse et dans leur diversité. Michel. Oui, je sais pas, je ne veux pas préciser, vous n'avez pas besoin que je précise votre pensée, mais j'ai l'impression que Guillaume parlait plus du fait qu'aujourd'hui, il y a une émergence au niveau artistique qui, elle, est internationale, qui dépasse les frontières. Par contre, moi, ce qui me fait souci, et je vous rejoins, mais alors pour moi, ce n'est pas une qualité, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que l'art africain, au sens large, il est dans les mains de très très peu de personnes. Et c'est ça, pour moi, qui constitue aujourd'hui une petite inquiétude. Voilà, c'est Jean Pigozzi, c'est André Magnin, notamment. Voilà. Après, il y a toute une partie, on va dire, de création artistique qui est plus anglo-saxonne, qui est plus de l'Afrique du Sud, ou qui est plus du Nigeria, qui échappe un peu, alors franchement, pas plus qu'un peu d'ailleurs, qui échappe à Paris, qui a une autre influence, qui est plus à Londres, qui est achetée par d'autres personnes. Mais en termes véritablement francophones, c'est vrai qu'il y a une mainmise aujourd'hui d'André Magnin et de Jean Pigozzi de par ce qu'ils ont fait. Et c'est d'ailleurs ce qui incite certains, dont Simon Njami dont vous parlez, ou Koyoko par exemple, à pousser quelques coups de gueule pour essayer justement de mettre en avant d'autres artistes que ceux que l'on voit depuis un certain temps, qu'on a vu en Suisse. D'ailleurs, une partie des artistes qui sont exposés à la Fondation Louis Vuitton l'été au Château de Pont en 2014, à peu près dans une exposition, alors pas aussi importante, mais avec des artistes similaires. Et puis on entend aussi sur le continent africain. Alors on peut être d'accord ou pas avec les revendications de faire revenir les œuvres d'art sur place, mais Marie-Cécile Sansou par exemple, ou bien Syndicat Dokolo. Voilà, merci, j'ai oublié son nom, en Angola, qui sont très présents, qui essaient de collectionner, en Afrique, qui essaient de réveiller les collectionneurs en Afrique aussi pour que ces derniers achètent sur place. Et je pense que lorsque ces mouvements pourront se mettre en place, lorsqu'il y a un véritable intérêt qui ira au-delà simplement de celui que nous pouvons avoir, nous, ici, en Europe et à Paris en particulier, avec André Magnin. Et puis Pigozzi qui a fait un boulot super, c'est pas le problème. On va pas non plus, je vais pas être trop critique envers eux. Mais il y a quand même, pour moi, ce danger-là aujourd'hui, de voir une bonne partie des artistes
qui sont exposés, qui sont dans les mains de ces deux personnes, qui font un peu la pluie et le beau temps. Pareil au début du XXe siècle avec les grands collectionneurs. Mais il faut que ça s'ouvre, voilà, c'est tout. Il faut que ça s'ouvre. C'est un peu d'organisation d'autres événements, et pas simplement des événements prestigieux. Mais d'où l'importance aussi, comme disent beaucoup d'ailleurs de personnes dans ce milieu, c'est que les Africains soient au début et à la fin de la chaîne. Ouais. Qu'il y ait des artistes, c'est bien, mais qu'il y ait plus de vendeurs d'art africains, qu'il y ait plus de collectionneurs, d'où le combat de syndicats de colo. Je ne sais pas si vous avez vu cette tribune du Monde où Romuald Azoumé répondait à syndicats en disant écoutez, vous voulez acheter, vous voulez récupérer, mais nous au début quand on a commencé on était les pionniers, on n'avait personne. Donc je pense que tous les deux peut-être ont raison. Lui, il a raison de trouver une espèce de visibilité internationale grâce à André Magnin. Mais Syndicat de Colo a aussi raison de réclamer et aussi d'installer, comme il l'a d'ailleurs fait, un musée d'art contemporain en Angola. Il faut quand même souligner que Pigozzi, à la base, quand il a constitué sa collection, il voulait spécifiquement que les artistes qui étaient achetés par André Magnin, parce que bon, on sait que Pigozzi veut toujours pas aller en Afrique, c'est Magnin qui a fait le tour de l'Afrique, voulait que ces artistes-là vivent et produisent en Afrique à la base. Donc, il y avait quand même une volonté de faire vivre l'art sur le continent et pas seulement chez les expats. Moi, je voudrais signaler... Je vais montrer d'autres œuvres. Allez-y, allez-y. Pour ceux que ça intéresse, la réouverture prochaine, ce sera en juin, du musée d'histoire africaine près de Bruxelles. C'est le plus grand musée africain en Europe. C'est un vieux musée, c'était celui de la colonisation au départ. Il a subi des années de travaux, on a construit un nouveau bâtiment et il va se faire l'écho à l'histoire africaine, mais aussi évidemment à sa dimension culturelle et artistique. Et je pense que pour tous ceux qui aiment l'Afrique et qui ont envie d'approfondir leur connaissance de ce grand continent et aussi de sa culture, ce sera vraiment un événement majeur. Et puis nous avons le grand avantage d'être ici à l'Institut du Monde Arabe où il y a effectivement des expositions consacrant et donc justement à l'art africain dans sa version Afrique du Nord. Et pas très loin d'ici, grâce aux caméras de notre bien-aimé réalisateur, vous allez tout au fond et vous avez le Quai Branly qui est d'une certaine manière un peu le Louvre justement de la culture africaine qui est aussi notre culture. Il suffit de regarder les Demoiselles d'Avignon de Picasso. C'est avec un tweet de Lauric, historienne des arts d'Afrique subsaharienne à l'université Lyon 2. Compliqué, hein. Elle a choisi donc de montrer une toile de Chéri Samba exposée à la Fondation Louis Vuitton, œuvre intitulée « L'espoir fait vivre ». Nous vous la montrerons bien évidemment. Vous allez la découvrir sur l'écran. Vous nous suivez sur Twitter et vous retrouvez des infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de notre écran. Après l'art, la peinture ou les installations ou la photo, nous allons parler maintenant d'un deuxième sujet, le stand-up avec l'humoriste franco-ivoirienne qui s'appelle Claudia Tagbo, qui est de retour avec un nouveau spectacle, un one-woman show qui s'appelle Lucky. Le précédent qui avait fait un carton s'appelait Crazy, spectacle précédent qui l'a rendu très populaire. Je vous propose donc de découvrir un extrait de ce Lucky avant de parler de Claudia Tagbo. Mon père, c'est le premier de tous les bobos. C'est mon père qui a inventé le concept même de la boboïtude. Mon père, c'est un genre de prophète des bobos, le Jourdain des bobos. Eh gars, là, vous me regardez là, mais respectez-moi. Ce soir, vous avez devant vous Claudia Tagbo. Fille de Bobo Premier. Et à la maison, on vivait avec les commandements de Bobo le Père. Premier commandement, en toutes circonstances, la vie, tu remercieras. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Papa, ils emmènent la voiture à la fourrière. Eh ben, c'est pas grave. Ève, comme ça, elle sera bien garée. Deuxième commandement. Aucun produit industriel tu ne consommeras. Ton pain, tu fabriqueras. Ton yaourt, tu fermenteras. Tes jus, tu extrairas. Mais pour l'iPhone 7, tu craqueras. Voilà, nous parlons de Claudia Tagbo. Vous avez vu ce spectacle, ma chère Estelle? Oui, et c'était un moment très agréable parce que, comme elle le dit, elle veut nous mettre dans une bulle de bienveillance. C'était en plus avant les élections, donc on en avait tous besoin de bienveillance. Donc c'est vrai que ça faisait du bien. Elle a une énergie folle, Claudia Tagbo. Oui. Vraiment, elle arrive à nous mener, elle joue avec le public. Et ce qui est amusant, effectivement, c'est qu'elle joue de sa double culture, même la triple, puisqu'elle dit qu'elle est américaine dans sa tête, qu'elle est africaine dans son corps. Et
et française dans le ventre. Ça, c'est tout à fait judicieux. Donc voilà, donc ça, c'est pour notre gastronomie. Et donc, non, ce qui est amusant, c'est qu'elle se nourrit des deux. Elle nous surprend. Elle commence son spectacle avec un poème de Léopold de Sédar Senghor. Oui. Donc tout le monde est un petit peu, c'est quand même très grave. Et pareil, à un moment, elle dit je vais danser. Elle fait du buto, façon, on va dire, à l'africaine. Voilà. Et donc, elle aime vraiment nous surprendre. Et à un moment, de quoi, façon. Non, le buto. Le buto. Ouais, mais ça, c'est son côté japonaise. Parce qu'elle est multiculturelle. Donc on était sur Léopold Sédar Senghor. Voilà. Il y a un suspense intenable. Et après, Claudia. Ce qu'elle aime, c'est nous déstabiliser. C'est-à-dire, on l'attend sur l'Afrique, et bien, elle va danser une danse japonaise. Et pareil, elle se moque beaucoup des bobos, donc ce qui fait que ça touche pas mal les Parisiens, parce que moi, je l'ai vu à Paris. Donc, elle se moque des bobos, et elle nous rappelle quand même que le premier bobo qui a existé, c'est son père, donc qui est ivoirien, oui. Bobo premier. Et là, elle nous explique pourquoi, la famille recomposée. Donc voilà, ce qui est vraiment son grand talent à Claudia Tagbo, c'est de jouer sur sa double culture et surtout aussi de nous inclure dans le spectacle. Et encore une fois, elle a une énergie incroyable. À un moment, elle fait la grande prêtresse et après, elle se moque de nous parce que tout le public rentre dans le jeu et invoque. Parce que vous l'avez vu aussi, Lisa, oui, c'est Doudou, je sais plus Doudou premier. Enfin, voilà. Et donc, on est tous dans le jeu et après, elle se moque. Vraiment, elle a un talent, Claudia Tagbo, de nous vraiment, de nous inclure. On a passé une excellente soirée et franchement, cette jeune femme a beaucoup de ressort et je vous invite à aller la voir si elle vient vous voir. Lise Laure, que peut-on dire d'autre sur Claudia Tagbo? Non, mais moi, ce que j'aime, c'est effectivement, comme disait Estelle, c'est de jouer sur la double culture. C'est-à-dire qu'elle parle ce créole ivoirien qu'on appelle le Nuchi, avec l'accent, en ressortant les gros yeux. Quand elle parle, par exemple, de son papa, je pense que c'est le Bobo premier, il y a une anecdote qui m'a fait bien rire. Elle dit à un moment, on réveille papa, et, tiens, papa, tu sais, la voiture est à la fourrière, et son papa répond, elle est bien garée. Alors tout ça, c'est vraiment assez marrant, c'est-à-dire que c'est toujours des choses où elle se moque de son corps, de ses formes, elle interpelle le public, comme elle dit, c'est du spectacle vivant, on parle ensemble. Comme tous les one-man show ou one-woman show. Voilà, et aussi, je me dis, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle arrive à intéresser tout le monde. C'est-à-dire, quand moi je suis arrivée au spectacle, je pensais qu'on allait voir beaucoup d'Africains. Non, il y a des blancs, des gris, des jaunes, tout le monde est là, tout âge. Présentez-moi les gris à part moi. Oui, c'est pour dire qu'il y a tout le monde. Et ça, c'est bien gris, pour le blanc de plus de 50 ans, c'est moi. Bonjour les gars, je suis le gris. Allez. Comme vous voulez. Vous êtes aussi bonne que Claudia Tagbo, finalement. Et donc, ce qui est bien, c'est de voir que les gens peuvent rire de la même chose, rire ensemble, sans qu'on ait ces divisions qu'on avait avant les élections. Mais je pense que Lise Laure, elle pourrait faire un one-woman show aussi. Là, elle ne veut pas se lancer, mais moi, elle est aussi drôle. Michel, est-ce qu'il y a un personnage comme Claudia Tagbo en Suisse? Alors j'ai cherché, on a les humoristes en Suisse, femmes notamment. J'avoue que je ne veux pas faire de la peine à mes concitoyennes et consorts, mais c'est vrai qu'on a... Je ne sais pas si la figure tutélaire... Mais depuis Zouk, il y a des humoristes suisses. C'est ça. J'ai l'impression que depuis la figure tutélaire de Zouk dans l'humour au niveau des femmes en Suisse... quand même un personnage extraordinaire. Qui a vraiment marqué, et bien au-delà de la Suisse, le one-woman show, en l'occurrence, c'est vrai que c'est très compliqué pour les femmes de vivre derrière. C'est vrai qu'une des qualités de Claudia Tagbo, qui manque d'ailleurs pour moi chez certaines humoristes suisses, c'est qu'elle a fait du théâtre. Elle a une vraie formation de comédienne en théâtre d'abord. Donc du coup, sur scène, elle a une présence scénique qui est marquée parce qu'elle sait jouer de son corps, elle sait occuper une scène, elle sait ça. Gerlache, Alain. Oui. Moi, je pense que que c'est bien qu'il y ait justement une femme africaine qui défende les valeurs des stand-up comédiennes, si on ose dire. Moi, j'ai pas vu. J'ai vu que des vidéos. Je trouve ça très frustrant de regarder des vidéos de one-woman show. On n'est pas dans l'ambiance. Donc, je vais me fier à ce que vous avez dit et j'irai la voir puisqu'elle vient régulièrement en Belgique. Elle y est très connue. Elle était notamment au Festival du Rire de Liège, qui est un grand moment de poilade et de fendage de gueule, comme on dit, mais non, vraiment, c'est un festival qui a son niveau. Verte, bleue ou de poilade Attention, pas de paroles chorales, on ne comprend plus rien. Nous avons dans l'équipe de 300 millions de critiques une sorte de réplique de Beckett jeune, c'est Mathieu Dugal, donc une sorte de Beckett québécois-canadien. Je vais la garder, celle-là. Une réplique de Beckett jeune, je vais le mettre dans mon CV. Vous avez la Beckett. Bon, en tout cas, il y a au moins ça.
Parce qu'il y a une grande tradition du stand-up quand même chez vous. Donc... Oh, oui, absolument. Ça remonte à très loin. On peut penser par exemple à Yvon Deschamps, qui est vraiment le doyen, un des doyens du genre. Mais Claudia Tagbo, il faut comprendre que c'est quelqu'un aussi qui a... vous parliez de ces 2 nationalités ou ces 3. Je sens que c'est quelqu'un qui est très malléable et trouve le moyen de se faire aimer, de se mouler à des sociétés d'accueil assez facilement. Parce qu'au Québec, c'est une longue histoire qu'elle a avec le Québec. Elle a joué dans Kongorama, qui est un des bons films du répertoire, un des bons films de Philippe Falardeau, un de nos très grands réalisateurs. Donc, elle donnait la réplique à Olivier Gourmet dans ce film-là. Elle a animé des spectacles à grand déploiement dans des festivals au Québec. C'est aussi quelqu'un qui est venu présenter son spectacle Crazy en 2013, mais qui a été vraiment très, très bien critiqué. Et c'est quelqu'un qui sait très bien s'adapter à des sociétés qu'elle connaît peu. La société québécoise, bon, elle est arrivée ici quand même relativement sur le tard, mais elle a adapté son spectacle à la société québécoise. Elle a su trouver des liens entre le quartier Saint-Denis ici et Saint-Élie-de-Caxton, qui est la patrie d'un de nos grands conteurs. Bref, c'est quelqu'un qui comprend très bien des subtilités dans les sociétés qu'elle appréhende. Et je pense que cette sensibilité-là, c'est ce qui fait sa force également. C'est quelqu'un on ne sent pas de malice dans son humour, on ne sent pas de méchanceté, on ne sent pas d'ironie sèche, d'aridité. C'est vraiment quelqu'un qui sait rassembler et je pense que ça fait partie de son secret et ça explique aussi son succès quand même. Il faut le faire là, pour une humoriste française d'origine ivoirienne d'avoir réussi à percer au Québec et avoir côtoyé les Rachid Badouri, les Stéphane Rousseau, donc des gens quand même qui ont une certaine influence et une réputation, faut le souligner. Et ça, c'est quand même une de ses très, très grandes qualités. Voilà, et c'est le tweet d'une fan de Claudia que nous avons choisi. Elle s'appelle Anne Grasse. Anna Grasse, pardonnez-moi, et elle a posté ce message. Le spectacle de Claudia Tagbo était génial, heureuse, très heureuse de ne pas avoir raté ça. Vous nous suivez sur Twitter, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Ma chère Lise-Laure, nous vous quittons avec regret et voici le Zap Culture. C'est le premier reportage sur le Festival de Cannes. Et dans l'euphorie de l'après-guerre, la première comédienne récompensée s'appelle Michèle Morgan. Voici ce qu'il se passe à l'intérieur d'un cinéma de Mumbai lors de la sortie d'un film populaire. Et voici ce qu'il se passe à l'extérieur. C'est aujourd'hui la sortie du plus gros film de l'histoire du cinéma indien. Cendrillon, sur la musique de Prokofiev, est l'un des joyaux des ballets de Monte-Carlo. L'Opéra Royal de Versailles lui offre un bel écrin. Sur 42 depuis le départ, on est 4e. Et là, par exemple, quand je le dis comme ça, c'est fou. Hier soir, sur la scène de l'Eurovision à Kiev en Ukraine, le jeune crooner a offert sa première victoire au Portugal. Disons que c'est un mariage inattendu, désarçonnant. Le jour et la nuit que nous savons tous inconciliables sont ici réunis en parfaite harmonie. Cette évocation de la nuit et du jour me semble douée du pouvoir de nous surprendre et de nous enchanter. J'appelle ce pouvoir la poésie. De leur début planant et psychédélique sur la scène underground londonienne des années 60, à la consécration planétaire avec Dark Side of the Moon et les messages politiques des albums Animals et The Wall, les images, les reliques, les instruments de plusieurs époques qui ont nourri leur imagination et sens de la mise en scène. Les œuvres présentées à la Centrale d'art contemporain sont, disons, surprenantes.
C'est un marché assez jeune, mais nous avons assisté à une croissance phénoménale ces 5 ou 10 dernières années. Et c'est la conséquence de plusieurs éléments. L'apparition d'acheteurs africains qui collectionnent l'art et l'intérêt des musées qui collectent de l'art africain. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. James Baldwin était la conscience du mouvement noir américain face aux Blancs. Il défendait une pensée humaniste. Je me suis réveillée à 11h, puis j'ai déjeuné à pas d'heure. Je suis allée chez mon coiffeur. Comme je suis aussi donc effectivement dans un monde occidental, c'est hyper important pour moi de garder un pied dans toute cette pop américano-européenne. Kalki Koechlin est une actrice à part parmi les vedettes de Bollywood. Cette comédienne que vous ne connaissiez sans doute pas est en fait l'actrice francophone qui fait le plus d'entrées en salle de toute la planète. Plus que Marion Cotillard, c'est ce qu'ils avaient dit. Toi, tu peux vivre sans lui. Tu seras pas malheureuse. Moi, je peux pas. Celle qui revient semblerait avoir gagné. Que veut vraiment cette femme revenue d'entre les morts? Comment va-t-elle chambouler la vie d'Ismaël? Pour cet intrigant ménage à trois, le réalisateur Arnaud Desplechin a réalisé son rêve, réunir Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard devant sa caméra. Voilà, nous sommes avec Yves Bigot qui nous a rejoint. Bonjour, le bien-aimé patron de TV5 Monde. C'est mon quart d'heure, plutôt ma minute flagornerie obligatoire. Durant la dernière présidentielle française, troisième sujet ô combien important, les artistes et particulièrement nos amis les chanteurs étaient tellement discrets qu'on ne les a pas entendus. L'engagement politique semble en décrue absolue, car il est vrai qu'elle est souvent contre-productive chez les artistes, en particulier en France, mais ça a été le cas aussi aux États-Unis derrière Hillary Clinton. Tout le monde était derrière elle et finalement elle a perdu. Impression ou réalité, nous en discuterons juste après donc un extrait d'un documentaire qui sera prochainement diffusé sur TV5 Monde et qui évoque l'engagement des artistes. C'est une partition qui se joue depuis un demi-siècle de vie publique. Artistes et politiques se retrouvent à chaque élection présidentielle afin de faire campagne de concert. Nous avons tous en nous quelque chose de Jackson. Qu'est-ce qui pousse ces deux mondes à s'unir? Ce qui les réunit, c'est le public. Quelle influence cette alliance ponctuelle a-t-elle sur les électeurs? On n'est pas élu grâce aux artistes, mais on ne peut pas être élu contre eux. Si vous n'êtes pas capable d'avoir autour de vous des personnalités du monde du spectacle, c'est que vous n'êtes pas capable de rassembler. Ce pacte un peu contre nature est-il bien raisonnable? En général, les hommes politiques, ils flattent les artistes et ils attendent d'être flattés par les artistes. Ça fait quand même un peu marchand de chevaux, hein, tout ça. Nous avons voulu vous raconter cette histoire riche d'engagement enthousiaste, mais aussi de déception, en donnant la parole aux protagonistes de ces univers mutuellement fascinés. Du général de Gaulle à François Hollande, de Johnny Hallyday à Carla Bruni, retour sur une relation passionnante et passionnée. Mais moi, je me demande toujours, est-ce que ça sert à quelque chose? Voilà, la tradition des artistes engagés, elle est évidemment célèbre en France. Ceux qui ont accompagné le Parti communiste, des acteurs comme Gérard Philippe, et puis des chanteurs qui sont engagés auprès de François Mitterrand plus récemment. Ça a marché jusqu'à Nicolas Sarkozy, un certain nombre de chanteurs, et puis tout d'un coup, disparition générale. Pourquoi, Yves ? Alors je pense que pour cette élection particulière du président de la République en France, il y a eu d'abord la confusion chez les artistes, comme la confusion chez les électeurs. C'est-à-dire les artistes ne savaient pas s'il devait être Macron, Hamon, Mélenchon, certains Fillon, puisque même Renaud, qui est le premier à s'être exprimé. J'ai l'impression qu'il a fait les 4 ou les 3 pendant la même présidentielle. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, il y a des circonstances... C'est la mèche, il avait du mal avec les... Il a des circonstances exténuantes parfois. Mais là, en l'occurrence, il a commencé par dire que plus jamais il ne voterait pour les socialistes. Ensuite, il a dit à Olivier Nuc du Figaro que François Fillon avait tout du parfait honnête homme et que donc il envisagerait... Un visionnaire. Voilà, de voter pour lui si, en tous les cas, il était face à Marine Le Pen au deuxième tour, ce qui n'a donc pas été le cas. Puis, ensuite, il s'est finalement rallié à Emmanuel Macron, et donc Renaud était en marche, mais pas à l'ombre. Voilà. Alors, pour ce qui est de tous les autres, en revanche, en dehors de Bernard Lavilliers et Juliette, qui se sont clairement engagés pour Jean-Luc Mélenchon,
Lavilliers d'ailleurs, en suivant une ligne qui est la sienne depuis très longtemps. Faites de l'UBA depuis toujours. Voilà. Tous les autres ont fait super profil bas. Tout juste, quelques-uns, dont Zazie, la Grande Sophie, Ayam, etc., ont-ils signé dans Libération une tribune pour dire qu'il fallait s'engager contre le Front National et contre Marine Le Pen. Franchement, ça ne mange pas de pain quand on est artiste. Et les autres se sont débrouillés pour ne pas être joignables ou pas être trop en France à ce moment-là. Il y a eu une petite pétition à un moment pour soutenir l'œuvre, entre guillemets, de François Hollande, qui a été signée par beaucoup de gens. Oui, mais peu de chanteurs. Peu de chanteurs, oui. Les le chanteur n'aime pas diviser son public. Voilà, alors certains sont en Angleterre depuis quelques années pour Laurent Voulzy, mais Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman s'y sont trouvés. Donc ils expliquent, on n'est pas à Paris, donc voilà, etc. On ne répond pas trop au téléphone. Il y a eu une grande gêne. Et c'est une première, Guillaume, depuis 1974. Alors évidemment, il y a eu les exemples précédents, Yves Montand, mais qui d'une certaine façon était autant un acteur qu'il était un chanteur. Mais c'est en 1974, en fait, qu'on a vu, en dehors, évidemment, de ceux qui s'engageaient auprès du Parti communiste, qu'on a vu d'un seul coup surgir les t-shirts Giscard à la barre, barrant la poitrine volumineuse d'un certain nombre de nos actrices et chanteuses. Et depuis, il y a eu beaucoup de mobilisation. Et beaucoup de gens du côté de Mitterrand. Des chanteurs, alors beaucoup évidemment auprès de François Mitterrand, via Jacques Lang, qui nous accueille ici à l'Institut du Monde Arabe, qui était vraiment celui qui regroupait les chanteurs, parce que c'était la première fois qu'ils étaient massivement Mais est-ce que c'est une... Parce que la question maintenant, est-ce que ce sont... Alors là, je vais mettre les pieds à plat. Est-ce que ce sont des couards ou est-ce que ce sont des gens qui finalement ont compris qu'une certaine forme de pudeur était nécessaire parce que le monde devenait sophistiqué? Mais le monde a changé. Moi, je crois surtout que... Oui. Moi, j'ai l'impression surtout aujourd'hui que c'est aussi les politiques qui ont changé le regard qu'on a sur eux. Parce qu'il fut un temps où on pouvait s'engager pour un politique parce que sa politique était respectable, qu'on soit de droite ou de gauche, et l'homme était respectable. Aujourd'hui, c'est ce que cette campagne a montré, et plus généralement, pas simplement en France d'ailleurs, que le sujet se complexifie et que les hommes politiques et leurs idées politiques ne sont pas forcément toujours très respectables. Donc les artistes, ils ont bien compris aussi que c'était donnant-donnant. Je veux dire, si on se rallie à quelqu'un, c'est aussi pour avoir quelque chose en retour, c'est pas simplement pour donner sa voix. Or, aujourd'hui, donc en fait, vous pensez que le problème, ce serait que finalement, depuis 10 ans, il n'y a pas vraiment de politique culturelle, donc pourquoi soutenir des politiciens qui n'ont pas de politique culturelle avérée? C'est un peu ça l'idée. Alors il y a ça, et puis par rapport à la culture de manière précise, je pense, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais par rapport à la culture, mais simplement par rapport à leur impact dans la société et les valeurs qu'ils défendent. Aujourd'hui, moi, si j'étais artiste, je regarderais effectivement à 3 fois avant de m'engager pour quelqu'un qui risque de changer de veste, qui risque de se retrouver avec un scandale sur le dos au bout de 3 semaines. Donc prudence. Moi, c'est un peu comme ça que je le comprends aujourd'hui. Moi, je parlais juste de la nouvelle génération. On sent bien que, en tout cas, la nouvelle génération de chanteurs, elle est beaucoup moins politiquement engagée que les autres. Là, on l'a vu encore avec cette élection. On parlait de quelques chanteurs qui se sont investis. Je pense à Dany qui a soutenu Macron. Elle était avec Kerenan. Mais même Kerenan, c'est une quadragénaire. C'est plus les jeunes. Les rappeurs, à un moment, on se souvient de NTM. À l'époque, ils étaient quand même partis. Ils défendaient ils étaient contre le Front National. Ils le chantaient, ils le disaient. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Il y a même Aurel San qui est plus jeune qui dit dans Suicide Social, essaie d'écrire des bonnes paroles avant de la prêcher. J'ai l'impression que la nouvelle génération est un peu dans ce sens-là. Fauve, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce collectif qui était quand même engagé, mais plus socialement, plus en fait c'est plutôt d'un point de vue un engagement social. Eux, ils ont explosé en plein vol. Ça s'est terminé. Ils se retrouvent maintenant à faire de l'électro. On a vraiment l'impression que c'est les vieux de la vieille qui ont réagi à. Enfin, moi, je parle vraiment pour la présidentielle. Damien Saez, il avait écrit un morceau en 2002, il l'a fait là pour le 1er mai. Contre le Front National, mais j'ai envie de dire aussi, quand on écoute les paroles, il dit qu'il faut brûler le banquier. On sent bien que c'est pas vraiment, qu'il n'est pas vraiment pro Macron. HK, qui est un chanteur engagé, lui aussi qui est un peu plus, qui est quand même dans la jeune génération. Mais sortons aussi du périmètre français, nous sommes francophones, parce que finalement, il y a une histoire française qu'on connaît, qui est celle, au fond, des artistes avec le Parti communiste. C'est d'un côté, ou les artistes avec le général de Gaulle, de l'autre, André Malraux, beaucoup de gens comme ça. Après, ça a été un petit peu du cas par cas, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ça se passe aussi chez vous. Parce qu'au Québec, les artistes participent à les campagnes électorales.
Mais ça a déjà été pour le ou contre cas. les souverainistes, par exemple? En fait, la grande question qui a défini la politique québécoise au cours des 50 dernières années, ça a évidemment été la question de l'indépendance du Québec. Après la Révolution tranquille dans les années 60, le pain et le beurre des artistes, que ce soit des chanteurs, des chanteuses, des écrivains, c'était très lié en fait à l'affirmation nationale. Et à la langue. À la langue, c'est extrêmement lié. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Pas que ce n'est plus vrai, il y a encore quand même un certain engagement. Je pense à des chanteurs comme Yann Perrault qui tiennent encore ce discours-là. Mais on peut voir en tout cas une réorganisation de la donne politique ces dernières années au Québec autour d'une configuration qui est beaucoup plus européenne. Quoique, bon, avec la montée de Le Pen, du Front national au cours des dernières années, la question du nationalisme est revenue, en tout cas en Europe, en France et en Europe en général, au devant de la scène. Mais au Québec, ce qu'on peut voir, en tout cas dans les dernières années, un phénomène très intéressant d'engagement, c'est de voir, par exemple, des rappeurs qui s'affichent ouvertement féministes. Et là, donc, on est dans quelque chose qui est quand même assez nouveau parce qu'on est chez des gens qui sont issus d'une culture qui, traditionnellement, était extrêmement machiste. Se définir comme féministe, je pense, par exemple, au chanteur Corias, qui a fait un des meilleurs albums de rap de l'histoire de la francophonie, à mon avis, avec Love Suprême, l'an dernier. Corias s'affiche ouvertement comme étant féministe. D'ailleurs, ça lui cause énormément de problèmes parce qu'il y a des gens qui lui en veulent. Parce qu'au Québec, aujourd'hui, parler de féminisme, c'est presque aussi clivant que l'était la question du nationalisme, de l'indépendance du Québec dans les années 80-90. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment extrêmement, je pourrais dire, audacieux pour des chanteurs et des chanteuses, c'est de se définir, par exemple, comme ouvertement féministe, que ce soit des hommes plus sur ou le des terrain femmes. social que sur appeler à voter pour. Alors donc, voilà. Certains vont dire que c'est la fin des grands discours nationaux et c'est dans le fond le repli vers une certaine forme d'individualisme et de revendication individualiste. Mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est ce qui définit beaucoup l'engagement culturel des chanteurs. Merci beaucoup. Belgique, le chanteur engagé. Ça n'existe pas chez nous, évidemment. La dernière fois qu'on a eu... Mais ça n'existe plus. Mais ça n'existe plus non plus ici. Oui. C'est évidemment l'épuisement des idéologies, la fin de la force des partis. Peut-être le fait qu'il y a de moins en moins de chanteurs transgénérationnels. Ce serait peut-être aussi quelque chose à analyser, qui parviennent à fédérer une population. Est-ce qu'on y perd vraiment au change? Moi, j'avais parfois l'impression qu'entendre les chanteurs parler de politique n'était pas beaucoup plus intéressant que d'entendre des responsables politiques parler de chansons. Mais Arnaud, par exemple. Oui, mais ce n'est pas vraiment le tout jeune non plus. Mais justement, Arnaud, comme d'autres, se sont mobilisés. Je dirais que ça fait écho à ce que Mathieu vient de dire à propos du Québec, sauf que chez nous, c'est l'inverse. Le dernier grand concert que l'on a eu avec des artistes flamands et francophones, c'était un concert pour l'unité de la Belgique au moment où on était dans une période un peu difficile. Donc voilà, des causes nationales, si l'on ose dire, pas nationalistes au sens où l'on peut l'entendre actuellement. Là, je pense qu'en effet, les chanteurs ont envie de s'engager. Mais franchement, je ne vois pas un seul chanteur ou artiste qui aurait envie de s'engager pour un parti politique belge maintenant. Et je ne pense pas que les partis français ou les groupes français font vraiment envie non plus. Nous allons conclure avec vous, Yves. J'ai le sentiment que ce qui a changé, c'est pas que des artistes n'aient pas une pensée politique ou sociétale, mais c'est simplement qu'ils ne veulent pas dire « j'appelle à voter pour ». C'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'identité d'artiste et d'engagement, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est être une pancarte vivante. Surtout qu'on l'a vu aux États-Unis, ça a été hyper contre-productif. Alors, il y a deux choses là-dedans, Guillaume. D'abord, il y a ce qu'on a appelé le syndrome de la Concorde. C'est qu'on a bien vu que tous les artistes qui fêtaient la victoire de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui ont chanté Place de la Concorde un suicide collectif. Ont vu leur carrière totalement brisée. Le petit Faudel, alors bon, Enrico Macias, Mireille Mathieu, tout ça, ils n'étaient pas au top. Enfin, ça n'a pas fait du bien à leur carrière. On ne peut pas dire que la carrière de Carla Bruni ait tellement bénéficié non plus de son nouveau mariage. Et inversement, en 2012, à la Bastille, Yannick Noah, qui était celui qui avait été vraiment le porte-voix parmi les chanteurs de François Hollande, depuis, alors qu'il était à ce moment-là de Coupe Davis, numéro 1 du top 50 du JDD, donc le français le plus populaire, dégringolade depuis. Donc évidemment, leurs confrères ont bien vu ce que ça coûtait dans leur carrière que ce type d'engagement. Cela dit,
ramené à l'élection que nous venons de vivre, je pense quand même qu'il y a eu la confusion de ne pas savoir où se situer. Et moi, je sais que beaucoup d'artistes, par exemple, en privé, disaient pour certains, il faut soutenir Mélenchon ou il faut soutenir Macron, mais ils n'osaient pas le dire en public, alors qu'ils faisaient campagne auprès des leurs. Et après, une dernière chose, c'est qu'il faut aussi que la mobilisation ait une raison. On le voit aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Donc, d'abord, on voit revenir John Baez au premier plan, et des gens comme Alicia Keys, comme Bruce Springsteen, etc., Madonna, qui font des meetings, voilà, et qui, donc, du coup, se remobilisent parce qu'ils ont une raison fondamentale de le faire, qui va être leur liberté d'expression, au final. Et ça, c'est une raison fondamentale, évidemment, pour un artiste de s'engager. Et pour souligner que Trump a quand même Ted Nugent qui milite beaucoup pour lui. Donc, il y en a quand même un de son côté. Mais je pense que la population a aussi changé et que les gens s'en foutent un peu plus que ça ne pouvait être le cas dans les décennies précédentes. Hein. Pour l'interactivité liée à ce thème des chanteurs engagés, nous avons sélectionné un tweet du site de 16, dont on parlait tout à l'heure, qui informe sur l'actualité du chanteur. 15 ans après, Fils de France, Damien 16, donc dénonce l'extrême droite et la finance dans un nouveau morceau. Vous nous suivez sur Twitter, vous retrouvez les infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons passer maintenant au coup de cœur. Votre coup de cœur, mon cher Alain? Nous sommes en plein milieu de ce qu'on appelle le concours international Reine-Élisabeth, qui est un grand concours musical qui prend pratiquement tout le mois, hein, parce qu'il y a des éliminatoires, des demi-finales, tout ça. Et en effet, pour la première fois, après le violon, le piano, le chant, eh bien, ce sera le violoncelle qui sera à l'honneur, un concours pour violoncellistes. Il y en a de plus en plus. Et ce concours prend aussi le relais d'autres concours qui ont disparu, comme par exemple le concours Rostropovitch à Paris. Voilà. C'est dommage, mais c'est mieux pour nous. Tant mieux. Faisons cours William Shakespeare. Vous connaissez Hamlet, c'est chez Gallimard. Qu'est-ce qu'un homme? Parce que ça change de être ou ne pas être. Si tout son bien et le commerce de son temps n'est que dormir et manger, point d'interrogation, une bête, pas plus. Yves Bigot, après ça, vous avez l'air malin. Derrière Shakespeare, derrière Shakespeare, un prix Nobel de littérature. Après tout, Shakespeare ne l'a pas eu. Et c'est donc le vengeance, une bassesse. Le hors-série du magazine Rolling Stone France, donc consacré à Bob Dylan, le magazine Rolling Stone France mensuel, qui revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire qu'on y parle de musique, mais aussi de société, de politique, tout ce qui a fait la base de la culture rock et du Stone. Michel. Un disque d'un chanteur suisse engagé, pas politiquement, il n'y en a pas tellement en Suisse, mais ils sont engagés en général socialement. On le doit à Michel Buller, il y a plus de 70 ans maintenant, et qui en est à son 20e album, dans lequel il continue de dénoncer ce qu'il a toujours dénoncé, c'est-à-dire la globalisation, les banques, l'argent, le fric, enfin bref. Et il le fait très joliment avec sa verve habituelle. Michel Buller, La Vague. Et Estelle Martin. The Enemy, l'ennemi, un projet en réalité virtuelle donc, qui a été imaginé et proposé par Karim Ben Khalifa. C'est un photographe de guerre. En fait, il nous plonge dans des conflits de la planète au travers de casques de réalité virtuelle. On se retrouve vraiment dans les deux camps. C'est assez puissant, c'est étonnant. La première mondiale a eu lieu ici à l'Institut du Monde Arabe. C'était le 18 mai. C'est jusqu'au 4 juin. Vraiment une expérience à vivre. Mathieu. Art engagé veut aussi dire littérature engagée, et une des plus belles pièces qui a été publiée cette année au Québec, en fait, c'est un Québécois qui habite en France qui s'appelle Éric Plamondon. Ça a un rapport avec Luc? Pardon? Ça a un rapport avec Luc? Je ne pense pas, non. C'est comme Durand. Pas de connu, en tout cas. Mais peut-être que c'est un lointain ancêtre. Takawan, c'est le nom que les Micmacs donnent au saumon qui revient frayer dans la rivière où il est né. Et c'est une histoire qui fait se télescoper l'histoire de la Terre, l'histoire des peuples autochtones qui ont été spoliés au Canada, et avec une verve qui est celle d'un grand écrivain, Takawan Éric Plamondon. C'est magnifique. Voilà, nous étions ravis de vous donner cet aperçu de la culture francophone avec cette magnifique phrase de Shakespeare, un célèbre francophone, c'est connu. Fou comme la mer et le vent quand ils luttent, et un dessin d'Akira Kuroda. Voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était 300 millions de critiques. Vous êtes sur TV5 Monde et je vais arrêter de causer. Ciao. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs.